Ancienne colonie française, le Tchad est devenu république en 1958 et accéda à son indépendance le 11 août 1960. Le pays vient de célébrer ses 65 ans d'indépendance avec en toile de fond un gigantesque défilé militaire. Et c'était donc l'occasion de rendre un hommage appuyé aux héros de l'indépendance. 65 ans après, quel bilan peut-on tirer des décennies de gestion de la chose publique au Tchad? Sommes-nous en train de faire du surplace? Y a-t-il des avancées significatives? Quels sont les secteurs qui demandent donc beaucoup plus d'attention pour un Tchad que nous voulons? Autant de questions qui nous intéressent donc dans ce débat. Nous allons donc revenir sur cet anniversaire avec un décryptage en 90 minutes chrono. Et surtout, merci à vous d'être de nôtres pour ce débat. Et à vous, auditrices et auditeurs de la radio d'Electro-Groupe de médias à la fréquence 89.1. Merci à vous d'être de nôtres. Je suis Mingama Jiberam Christiane pour vous servir. Et pour vous, internautes, vous pouvez interagir à l'émission en laissant donc une question s'il y en a ou sinon des contributions aussi. Voilà, nous avons donc recevoir autour de ce plateau Monsieur Madirangal Ngar Alkwa. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors vous avez l'habitude de vous appeler le villageois est en ville. Le villageois est en ville, il est en ville aujourd'hui. Il est en ville aujourd'hui. Ouais. Vous êtes venu donc du Grand Mandoul de Koumra. De Koumra précisément. À l'extrême sud du Tchad. Voilà. D'accord. Alors, Madiera est donc le coordinateur de ARED, donc, qui est une association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, qui est une association qui défend beaucoup plus les causes perdues. On va en savoir peut-être dans un instant. C'est une organisation de droit tchadien, de défense des droits de l'homme et abolitionniste de l'esclavage. Et donc, qui a ses actions sur 4 P, la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. D'accord. Voilà. Il paraît que vous êtes aussi le bec noir, sinon la bec noire de certaines dignitaires ou encore autres qui ne sont pas pour votre combat. Exactement, comme je venais de le dire, c'est une organisation de défense des droits de l'homme. Et donc, tout ce qui touche à l'intégrité physique, sinon morale de l'être humain, nous touche directement. D'accord, ça va se savoir dans un instant. Encore merci pour votre disponibilité. Merci. Aussi de la partie Hassan Alafouza Togoumi. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien ça. Merci pour votre disponibilité. Ce n'était pas facile, mais vous êtes présent. Merci. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes donc un ancien conseiller, ou devrais-je dire parlementaire. Vous aviez bien défendu les causes, surtout sur la décentralisation. J'ai suivi un peu. Oui. Ça va mieux maintenant? Oui, ça Vous avez mis de l'eau un peu dans votre vin. C'est un processus en fait qui fait son chemin. Et nous sommes en train de suivre de près. Et nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, de faire des propositions aux décideurs. Je pense que c'est notre rôle en tant que citoyen, en tant que responsable à un niveau. Oui. Il le faut. Vous êtes aussi un acteur de développement. Vous défendez aussi la cause de la jeunesse tchadienne. Eh bien, l'ensemble de ces propositions seront les bienvenues autour de ce débat. Ça va se savoir aussi dans un instant. Merci beaucoup. Encore merci d'être là. Oui. Aussi, de la partie de notre personne ressource, maison, Monsieur Dakota Clément Abaïfouta, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes, je le disais tantôt, vous êtes une personne ressource qui ont fait recours à chaque instant, mais qui est toujours présente, toujours disponible. Ben, vous savez, madame, à chaque fois que la nécessité se présente, je crois qu'il faut être là. C'est aussi un devoir. Donc, je m'attelle à cela. Merci. Aussi, ancien parlementaire, pour ne pas dire conseiller national de transition. Merci aussi pour votre disponibilité. Merci, madame. Voilà, nous attendons aussi un 4e invité en la personne de Ouley Diaoukamla, qui est aussi un juriste, pour partager avec nous ses opinions, ou sinon décrypter avec nous notre débat. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il va nous rattraper d'un moment à l'autre, qu'à cela ne tienne. Le décor est implanté. Merci encore à vous d'être de nôtres. Pour commencer, je rappelle juste que nous allons décrypter les 65 ans d'indépendance du Tchad. Nous avions célébré ceci aujourd'hui, ça fait 4 jours. Alors, je plante le décor avec ce reportage que voici.
Tiré du mot Kanouri qui signifie étendue de cours d'eau lac, le Tchad est une colonie française qui a eu officiellement son indépendance en août 1960. Bien avant que le vent de cette indépendance ne puisse souffler sur cet ancien territoire d'outre-mer, le Tchad disposait des entités administratives qui, de manière indépendante et transparente, exercent leur pouvoir. Chaque entité avait ses institutions. Prenons le cas, j'ai parlé de la société lignagère. Là, vous avez des gens comme les Gabaye, les Sara, les Marba. Il y avait le chef des terres, c'est celui-là qui est le vrai chef. Son autorité s'étend simplement sur son clan. Donc celui à la son le conseil des anciens. Il administre, n'est-ce pas, ça avec ça. Et puis maintenant les autres, le roi, les autres, dans les entreprises, chacun a ça, ses structures de communication ou bien de gouvernement. Si on prend Bagribi, ça va créer des problèmes. D'où il faut chercher un honnête pour rassembler tout le monde. Pour mieux avoir la main mise sur le Tchad et le contrôle total de sa gouvernance, la France s'infiltre et met en cause l'ancienne méthode de gestion de ces entités traditionnelles. Après des luttes et des sacrifices de certaines chefferies qui opposent résistance à cette idée, la France a fini par imposer sa suprématie avec son système administratif. C'est à partir de là que le désordre va s'installer. La frontière tchadienne n'était formée qu'en 1936. 24 ans, est-ce que les Tchadiens se connaissent? Il y a ce problème-là. Donc maintenant, quand on va développer le pays, là, donc les gens ne se connaissent même pas. Il n'y a pas une prise de conscience nationale. Et puis on a l'indépendance. L'erreur commise encore, c'était quoi? Il faut africaniser les postes de commandement, sous-préfet, tout ça. Chacun va s'appuyer sur ça, les gens, pour pouvoir dire que voilà, nous sommes lésés, tout ça. D'où la révolte de Mangalmé. Ensuite, maintenant, la création de Fourignan, et ainsi de suite. Le paroxysme de la guerre civile en 1979. La conférence de Kanouin qui fait que Hissène Habré et moi démissionnent, on met en place un conseil d'État provisoire dirigé par Boukouni Ouidé. Après, c'est le premier gouvernement de Gout, avec l'autre choix, qui n'a duré que de 2-3 avril jusqu'à 2. Et puis maintenant, le gouvernement de Boukouni. 11 ministres, 11 armées. Chaque ministre avait son armée. Voilà comment les choses sont passées. À la suite de l'imposition du mode de gouvernance centralisé par les Français, le repli identitaire va renaître. Le Tchad devient alors un îlot de l'instabilité politique. Du sud au nord, à l'est comme à l'ouest, chacun s'organise avec sa propre armée pour faire et défaire le pouvoir. Il a fallu attendre jusqu'en 1990 avec l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique du salut avec à sa tête le défunt président Idriss Déby Itno pour assister à une stabilité institutionnelle relative. En 2025, soit 65 ans après cette ascension à la souveraineté, le Tchad peine toujours à asseoir une méthode de gouvernance authentique et dynamique conformément aux réalités socio-politiques. Voilà, merci beaucoup Mistanga Victor pour ce reportage. Eh bien, je ferai donc le tour de la table. Je me tourne vers vous, Monsieur Clément Abaïfouta. Quelle est votre appréciation après les 65 ans d'indépendance et au vu de ce reportage? Ben, écoutez, moi je me dis en tant que citoyen, 65 ans de plus de négativité que de positif. Négativité, par exemple, la France a continué, n'est-ce pas, à comme gérer le Tchad politiquement et une sorte de mainmise sur, n'est-ce pas, la gestion, la conduite des décisions du Tchad, ce qui fait que le Tchad a été, permettez que je dise, a été piégé pendant ces années, ces 60 quelques années. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a... Piégé jusqu'aujourd'hui? Non, mais c'est ce que je voulais dire, madame. C'est que depuis un certain temps, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une levée, une poussée de la jeunesse, une jeunesse consciente qui essaye maintenant de corriger ce que nous avons, les abus, n'est-ce pas, de la colonisation, la même mise sur la colonisation, ce qu'ils appellent, pour un peu nous flatter, la néocolonisation. Moi, je pense que nous avons plus souffert du joug de la colonisation française que maintenant, lorsque... mais ils n'ont pas lâché prise, malgré que nous avons décidé souverainement que
la base française soit démantelée, mais on sent encore l'ombre des Français. Non, nous ne sommes pas totalement, si j'ose le dire, totalement indépendants, parce que nous sentons encore l'impérialisme sur, n'est-ce pas, plusieurs aspects, mais je crois qu'il faut dire qu'il y a quand même une prise de conscience, et cette prise de conscience pourra complètement nous défaire du joug colonial. D'accord. J'aurais aimé revenir sur la présence de quelques Français dont vous faites allusion, mais on va y revenir dans un instant. Je continue avec vous, Alafosa. Quelle est votre appréciation? Eh bien, madame, moi, je fais partie de ceux-là qui voient le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein. Le processus est un processus tumultueux, est un processus qui a commencé il y a 65 ans. Mais il faut avoir à l'esprit qu'au début, nous étions une nation jeune qui n'avait pas suffisamment de cadres pour prendre la relève. Je me souviens, il y avait que peut-être 5 ou 6 licenciés, il y avait pratiquement presque pas de docteurs. Les compétences faisaient défaut, ça c'est d'une part. Et d'autre part, il y a également les traumatismes que nous avons vécu pendant 60 ans, sous la domination d'une puissance, n'est-ce pas? Et d'autre part, il y avait également tous ces facteurs d'appartenance, les facteurs ethniques, les facteurs d'ordre religieux, etc., ont fait que le processus soit déclenché de manière un peu lente. Et toutefois, d'un autre côté, aujourd'hui, la question de l'indépendance, par-delà toutes les autres tendances, par-delà les débats qu'on peut avoir dessus, en réalité, nous sommes un État indépendant, comme tous les autres, même si nous ne sommes pas peut-être très indépendants dans certains secteurs, dans certains domaines, tels que la technologie et autres. Nous sommes, à l'instar des autres nations, un État indépendant qui fait son chemin malgré les difficultés. Et il faut reconnaître que les défis sont là. Il y a des défis qui persistent, mais nous sommes un État indépendant qui fait son chemin et qui a quand même devant lui un espoir, n'est-ce pas? Et moi, je pense donc, comme beaucoup de nos compatriotes, que bien qu'il y a des défis, nous avons fait un chemin et assumons les pages sombres, n'est-ce pas, de l'histoire, parce qu'il y a des pages sombres, n'est-ce pas? Les guerres et tout ce que nous avons connu. Et comme l'a démontré le reportage de tout à l'heure. Donc, il y a d'une part les défis, il y a d'autre part les réalisations qui ont été faites. Et il faut reconnaître ceux de nos compatriotes qui ont fait des actes qui ont aujourd'hui traversé des générations. Je veux parler des premiers Tchadiens qui ont mis en place le début, le processus, n'est-ce pas, de la décolonisation, de l'indépendance. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc il faut rendre hommage à ces Tchadiens. Beaucoup sont dans l'ombre. Beaucoup sont dans l'ombre. Voilà, moi je pense que c'est un processus et le processus continue son chemin. Le processus continue son chemin. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on parle de ce sujet-là. Voilà. D'accord. On aura compris. Et quant à vous, Madiera Ngar Alkwa, est-ce que ce reportage vous a inspiré ou sinon, quelle est votre part d'appréciation? En fait, faire l'analyse sur les avancées en termes d'indépendance dans notre pays, les données sont mitigées. Vous savez que depuis le partage de l'Afrique à Berlin en Allemagne, aucun Africain n'était là-bas. Et même la délimitation des pays, des frontières, sans aucune consultation des Africains, sans aucun critère qui pense qu'il y a des réalités locales. Et donc, ton père se trouve en Centrafrique, ta mère est de l'autre côté, et ainsi de suite. Et donc, il y a d'abord des conséquences dès le début. Et après 65 ans de l'indépendance, il va falloir faire une analyse sur l'indépendance
économique, sur la gouvernance sociale, la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance culturelle. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Si oui, on peut s'affirmer comment? La monnaie, aujourd'hui, est-ce que c'est notre monnaie? Est-ce qu'on fabrique ici la monnaie? La monnaie est fabriquée où et gérée où? Quand on parle de souveraineté, il faut aussi se poser des questions. Aujourd'hui, est-ce que le Tchad peut décider du Tchad? Les Tchadiens peuvent décider sans consulter les Français. L'indépendance, oui, c'est verbal, c'est politique. Mais sur le plan social, mais aussi en termes de la question de respect des droits de l'homme et ainsi de suite, là aussi il y a un problème sérieux. En termes d'indépendance, de souveraineté, il va falloir qu'il y ait débat, preuve contre preuve, et il va falloir que les gens s'affirment. Aujourd'hui, parler de l'indépendance dans notre pays, après 65 ans, je trouve que c'est trop verbal. Mais sur le terrain, on est toujours reculé. Vous allez vous rendre compte qu'en termes de compétitivité, le Tchad est dernier. En termes de développement humain, selon les Nations Unies, le Tchad occupe peut-être après le dernier pays. Indépendance, vous voyez. Et au Tchad, ça fait que même les investisseurs sont en train également de fuir notre pays parce que les conditions ne sont pas vraiment favorables pour les investissements dans notre pays. Et indépendance, oui, mais est-ce qu'on peut décider de notre pays comme on le veut? C'est pas possible. Indépendance, il va falloir également qu'il y ait des élections libres et transparentes. C'est ça aussi l'indépendance. Il n'y a jamais eu des élections libres et transparentes dans ce pays. Il n'y a jamais eu. Voilà. C'est des choses truquées, montées de toutes pièces pour installer les gens, et puis ainsi de suite. Et on valide, on continue. Et c'est difficile de parler de l'indépendance en propre terme. C'est difficile. Mais bon, on peut dire quand même avec d'autres pays qu'on est indépendant parce que c'est une indépendance octroyée. Voilà, et donc, voilà, ce n'est pas indépendance octroyée, ce n'est pas mais il va falloir que c'est les gens même qui se battent pour se libérer, et s'ils se libèrent une fois. Aujourd'hui, si on peut parler de l'indépendance, l'AES est indépendant. C'est ça l'indépendance, qu'il faut s'affirmer. Le Niger, le Mali, le Burkina, c'est ça l'indépendance. Mais ici, c'est comme si on a mis un peu de peinture sur l'indépendance, et l'intérieur, c'est autre chose. Ça veut dire que vous ne voyez pas du tout des avancées qui peuvent confirmer qu'aujourd'hui... Il y a des avancées, mais pour s'affirmer en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, et il y a aussi un aspect. Parler de la nation, État-nation. Jusqu'à là, on ne s'affirme pas comme État-nation au Tchad. On ne se comprend pas, on ne s'accepte pas. La question de vivre ensemble, ça c'est également l'aide de l'indépendance. Il va falloir que tout ça... Mais celui-là est musulman, celui-là est chrétien, celui-là est du sud, celui-là est du nord, celui-là est fortement politisé, division fortement politisée. Ce sont des soucis qui, même dans les pays développés, les plus développés aussi, il y a toujours ces genres de petits soucis. Mais pas comme au Tchad. Cela empêche d'appeler un pays dire que c'est ça qui fait que... Pas comme au Tchad. Ce sont des éléments clés pour parler d'un État qui s'affirme. Voilà. Et moi, je crois que ce qui choque par rapport à ces images que nous avons vues, ce qui choque, c'est que au sortir des indépendances, déjà, les gens nous ont imposé une guerre fratricide. Ouais. La guerre fratricide qui, aujourd'hui, nous portons les séquelles. Et les séquelles profondes. Donc, moi, je me dis, tout était préparé pour vraiment retarder le développement de ce pays. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas... peut-être, il nous faut encore du temps. Comment comprendre que dans une nation, dans un pays qui se dit un pays indépendant, un pays républicain, voyez-vous, vous prenez les gens du Nord, vous dites que les gens du Sud ou de la zone méridionale ne sont pas vos frères, ils ne sont pas, vous n'allez pouvoir jamais vivre. Donc moi je me dis que c'est des choses, on a réfléchi notre indépendance dans un labo, on est venu nous donner. Maintenant, je crois que l'heure est venue pour que les Tchadiens, n'est-ce pas, dans son ensemble, s'affirment. Parce que qu'on nous laisse nous affirmer, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a des pays qui ont pris la résolution de dire, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui
décidons de notre gouvernance. C'est nous qui décidons de notre politique. Mais ici au Tchad, nous avons encore du chemin à faire. Il faut reconnaître, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, oui, il y a des avancées. Mais il y a des avancées, ces avancées, il faut encore les booster. Parce que ce n'est pas si significatif, après 65 ans, que le Tchad, la République du Tchad, n'est-ce pas, soit à ce niveau-là. C'est assez regrettable. Mais à l'exemple déjà de faire partir les forces françaises, par exemple, est-ce que ce n'est pas là s'affirmer pour son indépendance? Oui, mais moi, comme je vous l'ai dit, hein, puisque la jeunesse a pris conscience, c'est que les peuples, les gens n'ont pas pris cette décision, n'est-ce pas, un matin comme ça. Ils ont effectivement senti qu'il y a un marasme, n'est-ce pas, au sein de la population. Donc il fallait faire partir les Français. Mais les Français sont partis. Comme quelqu'un l'a dit, la monnaie est restée. Nous n'avons pas une monnaie. Notre monnaie est fabriquée et réfléchie toujours en France. C'est pas que nous sommes indépendants. Mais écoutez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je trouve que pour être indépendant, il va falloir que... J'avais parlé des élections et c'est un élément catalyseur pour parler un peu de l'indépendance, de la démocratie, des républiques, de vivre ensemble. Il va falloir qu'il y ait des élections libres et transparentes. Il faut que c'est le peuple qui choisisse. Mais toujours, c'est l'Occident qui nous impose les gouvernements. C'est la voie des urnes et c'est la CENI. C'est l'Occident qui nous impose toujours les gouvernements. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, j'avais parlé aussi de la monnaie. Tant qu'on n'a pas la monnaie... Est-ce que vous voulez qu'il y ait une monnaie tchadienne? Mais c'est ça l'indépendance. Que les pays africains décident d'avoir leur monnaie, ou alors chaque pays peut avoir la monnaie, comme un peu en Afrique de l'Est, que j'ai un peu visité au Rwanda, au Burundi. Ces pays ont leur monnaie, au Nigeria voisin. Et donc, c'est ça l'indépendance. Mais si votre monnaie est fabriquée ailleurs, et c'est les gens qui décident de vous donner ce montant, et ce montant, arrivé à ce montant, il faut justifier, il faut faire ceci, sinon ils ne vous donnent pas. C'est un problème. Est-ce que c'est la monnaie qui justifie l'indépendance d'un pays? Non, je ne le pense pas. Ah bon? Moi, je pense qu'il faut dépasser quand même un certain traumatisme du passé. Moi, je pense que le Tchad de 2025 n'est pas celui de 1975, 70, 80. Aujourd'hui, nous avons par exemple fait quitter les forces françaises stationnées au Tchad et qu'il n'y a aucun problème. Nous maîtrisons nos frontières. Nos forces de défense et de sécurité sont capables d'assumer leurs responsabilités républicaines, n'est-ce pas, qui est celle de maîtriser, sécuriser nos frontières. Ce qui n'était pas possible il y a 30 ans, 40 ans. Ce qui n'était pas possible. Il y a 30 ans, 40 ans, les forces françaises intervenaient directement dans les conflits tchadiens, conflits inter-tchadiens. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Nous sommes même allés au-delà. Je pense que l'indépendance, c'est aussi, n'est-ce pas, avoir le contrôle de son territoire. Sans la monnaie, sans avoir l'indépendance financière. Je vais revenir on peut s'affirmer sans monnaie, sans économie, on peut se développer, on peut être indépendant. Oui, merci de me laisser. Oui, on peut être indépendant, on peut être indépendant sans avoir la monnaie, sans dépendre d'autres pays, et puis on est indépendant parce qu'il y a d'autres pays. Les autres, le pays a déjà fait partie de la troupe française. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres troupes qui remplacent les Français ici? Je vous ai entendu. Est-ce qu'on n'a pas déshabillé Jean pour habiller Paul? Là aussi, la question reste posée. En tant qu'indépendant, pour parler de l'indépendance, il va falloir qu'on nous dise pourquoi on chasse même les Français. Ça aussi, le citoyen tchadien n'est pas informé. Tout à l'heure, vous avez déploré la présence des Français et maintenant, vous exactement, mais qu'on nous dise, ils sont là pourquoi, ils sont partis pourquoi. D'accord, on va le savoir dans un instant, mais qu'il finisse son idée. Je vais revenir dessus. Donc, aujourd'hui, on a fait partir les forces françaises stationnées au Tchad. Nous n'avons pas de problème, nous avons assuré notre sécurité. C'est un facteur d'indépendance important. L'indépendance, c'est aussi la sécurité. Mais il n'y a pas d'autres pays qui interviennent. C'est ça la question. Est-ce que les Français sont partis? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres troupes étrangères qui remplacent la France? C'est ça aussi la question. Non, il n'y en a aucune. Vous êtes sûr? Vous avez des preuves? Et beaucoup d'autres compatriotes africains sont d'accord du fait que le Tchad est capable d'assurer sa sécurité. Il n'y a pas d'autres troupes sur notre territoire? Il est autosuffisant sur ce secteur au moins. Au moins à la base, on le prend ça comme ça. Oui, ça c'est quand même quelque chose de partagé comme opinion. Deuxièmement, pour parler de la question de CFA, moi je suis de ceux-là qui pensent que aujourd'hui vous voyagez avec les francs CFA, vous partez en Égypte, vous partez en Turquie, vous partez en Arabie Saoudite, notre monnaie n'est pas connue. Est-ce que c'est la faute des autres? Non.
Mais si vous prenez le dollar ou l'euro, vous n'aurez aucune difficulté. C'est convertible, n'est-ce pas, avec les autres monnaies de ces différents pays. Vous partez en Chine partout. Je pense que c'est parce que ces États-là ont des économies, n'est-ce pas, qui sont puissantes, et leur monnaie est également importante, qui est puissante au regard des autres. Nous, l'avantage qu'on a dans le CFA, ça c'est mon avis personnel, hein, d'après tout, c'est que notre monnaie a un taux, n'est-ce pas, fixe avec l'euro. Aujourd'hui, vous prenez l'euro, n'est-ce pas, 1 euro est égal à, je crois, 650, disons, estimons à 700. 665,757. Cela nous couvre, sur plusieurs facteurs. Cela nous couvre. C'est une sorte de garantie. Mais c'est un partenariat. Aujourd'hui, nous avons fait partir les forces françaises. Demain, si on fait revenir, ou bien faire venir les Chinois, les Américains, sur un certain nombre des accords, je pense que nous sommes souverains aussi. Mais vous avez parlé de la monnaie. Vous avez parlé de la monnaie ici. Vous avez dit que vous allez revenir. Oui. Mais je ne suis pas totalement d'accord. Oui. Vous dites que quand on envoie déjà la troupe française, on est indépendant. C'est l'objet parce même que l'aspect économique, l'aspect financier est un peu biaisé. Ça ne pose pas de problème. Je vais revenir dessus. Vous avez parlé de franc CFA avec euro et autres. Oui. Quels sont les critères qui font que la valeur de notre monnaie est en baisse et l'euro, le dollar sont un peu en hausse, et vous dites que ça ne pose pas de problème, et nous n'avons pas l'indépendance d'avoir notre monnaie propre à nous, sinon en Afrique, mais aussi plus précisément au Tchad. On n'a pas cette indépendance. Vous pensez qu'aujourd'hui, le Nigeria, les Ghana, c'est son opinion personnelle, mais déjà, on ne fait pas le débat seulement autour de la monnaie. Exactement, c'est une position qu'il a prise. C'est une position prise. Je vais terminer en disant qu'aujourd'hui, les Ghana, les Zimbabwe, seulement en Afrique, et quelques autres nations, le Soudan par exemple, qui ont des monnaies, leur propre monnaie. Vous pensez que ces pays-là sont moins indépendants que nous? Ils sont plus développés que le Tchad. Je ne le crois pas. Ces pays sont plus développés que le Tchad. Pas forcément. Je pense que vous lisez un peu l'indice de développement humain. Vous lisez un peu l'indice de développement humain des Nations Unies. Le Tchad est classé le Tchad occupe quelle place? Et ces pays occupent quelle place? Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est parce que vous ne vous intéressez pas à la question du développement de notre pays? Ce ne sont ni la Bible, ni le Coran. Ce sont des organisations. Par exemple, dernièrement, il y a une organisation qui dit que N'Djamena est une des villes les plus polluées. Vous croyez à cela? N'Djamena peut être plus pollué que Pékin, n'est-ce pas? Paris. N'Djamena pourrait être plus pollué que, je ne sais pas moi, le Tchad est classé le pays le plus sale du monde. Selon une étude qui serait réalisée d'ici peu. Je ne le crois pas. C'est pour vous dire que tout ce qui s'est dit... Ça veut dire que vous fermez les yeux sur la souffrance, sur tout ce qui se passe dans ce pays? Non, c'est pas comme ça. Mais alors, on va s'il vous plaît, on va tout ce qui s'est dit au niveau des organisations, n'est-ce pas, aussi crédible soit-elle, ne peut pas être pris comme si c'est la croyance ou quelque chose de comme ça. Ce sont des choses qui peuvent être discutées. Et ces organisations doivent nous convaincre. Et je viens de citer l'exemple de la pollution. Et comment est-ce qu'une organisation va me convaincre que N'Djamena pourrait être plus pollué que Pékin? Voilà. Donc l'indépendance d'un pays, vous pensez que l'indépendance, le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui décide. Aujourd'hui, on est indépendant, mais on est formellement interdit de manifester. La manifestation est une loi constitutionnelle. Ça aussi, c'est une question de l'indépendance. Là aussi, c'est un des aspects. On nous a empêchés, il n'y a pas une manifestation, c'est formellement interdit. Ça aussi, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Parce que la troupe française est chassée, on est indépendant et puis on peut avancer. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations qui sont autorisées. Il y a des manifestations qui sont en faveur des gens. Ça dépend. Le pouvoir public. Le débat est organisé. On va aller de fil en aiguille. Moi, je pense qu'il faudrait on ne fait pas le débat autour de la monnaie, ça c'est une chose, parce que ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres que vous aviez évoqué. Maintenant, on referme cette parenthèse parce que c'est un processus. Aujourd'hui, si l'Afrique a sa monnaie, tant mieux.
Si le Tchad peut mener aussi cette démarche pour avoir sa monnaie, tant mieux. Mais pour l'instant, on parle de l'indépendance du Tchad. Après 65 ans, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quel est le domaine qui demande donc le plus d'attention pour une amélioration? Prenons l'exemple donc des secteurs, par exemple l'infrastructure, secteur de santé. On n'a pas, c'est vrai, on n'a pas un agent de santé ici, spécialiste, pour nous dire un peu la situation. Il y a l'éducation, sécurité, etc. ou l'énergie, par exemple. Alors, qu'est-ce qui manque à faire? Est-ce qu'il y a eu des avancées? C'est donc de ça qu'il s'agit. Oui, M. Abay Fouta. Moi, je dirais que pour tout pays qui se veut un pays en voie de développement, je crois que l'accent et l'exemple approuvé partout ailleurs, il faudrait se focaliser sur l'éducation, la formation. Parce que dès lors où quelqu'un a dit aux indépendants, à la sortie, n'est-ce pas, des indépendants, on n'avait que 3 licenciés. Moi, je crois que tout développement repose sur l'éducation et la formation. Parce que si nous formons des cadres, ils peuvent être des ingénieurs, ils peuvent être, n'est-ce pas, des pilotes, ils peuvent être, n'est-ce pas, couvrir tous les besoins, n'est-ce pas, du pays. Donc, moi, je crois qu'il faudrait être audacieux et mettre le paquet, je crois, sur la formation, sur l'enseignement. Ce qui pourra venir après, je crois que c'est la santé. Parce qu'on peut bien être formé. Lorsqu'on n'a pas la santé, on ne peut pas s'atteler au développement. Donc, moi, je crois qu'il faudrait se focaliser, je me répète, focaliser sur l'éducation, sur la santé, et alors les infrastructures, l'environnement, tout ça pourra venir. Le secteur de l'énergie qui est aussi un secteur clé. Qui est, n'est-ce pas, un maillon, n'est-ce pas, capital pour le développement, je pense. D'accord. J'ajoute aussi oui, les infrastructures routières. Ouais. On s'est dit quelque part, le développement passe par le développement de la route. Oui. Dans notre pays, je pense qu'il y a aussi un problème. Les voies de communication, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Je pense que tout le monde le sait. Il y a la question de l'éducation. L'école tchadienne est agonisante, comme Abay Fouta l'a dit. Ouais. Et jusqu'à quand on va la réveiller? Avec quoi? Parce que jusqu'à là, je pense qu'en 2005, il y avait eu un forum national sur l'éducation, avec des résolutions extrêmement importantes. Mais comme vous le savez, le Tchad, c'est un pays qui a de très beaux textes. On a eu plusieurs forums. Qui ne sont pas appliqués. Ces recommandations, ces résolutions, ces conclusions de ce forum sont restées dans les tiroirs. Mais aussi, après, il y a bien d'autres choses qui sont organisées. Malheureusement, ça n'avance pas. Et donc, l'éducation, c'est un problème sérieux, comme Abay Fouta l'a dit. C'est une question de capital humain. Dans notre pays, aujourd'hui, tu vas trouver un bachelier qui n'arrive pas à écrire son nom. Moi, j'étais à une conférence à Yaoundé 1, avec les étudiants. On a trouvé des étudiants tchadiens. Il y a des étudiants tchadiens qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à écrire leur nom. Ils sont à l'université. C'est une honte sur ce pays. Et la question de la santé, c'est aussi un problème sérieux. Parce que pour qu'il y ait le développement, l'indépendance, il va falloir qu'on ait aussi l'énergie. La question de l'énergie dans notre pays, c'est un problème. Pour les secteurs informels. Voilà, c'est difficile. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas parler de l'indépendance sans l'indépendance énergétique. Alors, puisque vous venez d'arriver, quel est l'état d'avancement en fait, d'ici vers votre localité, dans le Mandoul? Les routes au Tchad, de manière générale, il y a un problème sérieux. De Gelendeng jusqu'ici, les gens sont là depuis presque 2 ans, mais ça avance très difficilement. Mais ça avance quand même. Oui, mais difficilement, je l'ai dit, ça avance quand même difficilement. D'accord. La route qui mène à Pala, je pense que plusieurs pierres ont été posées. Et les Satom viennent débarquer les choses, le lendemain ils ramènent, ainsi de suite. C'est un jeu de ping-pong. C'est de l'enfantillage, ce qui se passe. On ne peut pas gouverner un pays dans ces conditions. La route qui mène dans une localité, là où on fabrique du ciment, la route qui vient là-bas, il n'y a pas la route. Allez-y comprendre ça. Mais le chantier a déjà commencé, non? C'est depuis des années. Ils partent, ils ramassent les choses, ils reviennent, ils partent, ils ramassent les choses. Je pense, si vous le voulez, on va vous envoyer des images sur ce tronçon à l'instant là. Et rien ne marche. La route, il y a un problème sérieux en termes de voies de communication. Sinon, les voies nationales qui vont jusqu'au sud, peut-être. Mais d'autres routes au Tchad, c'est un problème sérieux. Pour quitter Kilo, aller à Laï, il faut prier plusieurs dieux à l'instant là. Il y a plusieurs dieux. Voilà. Et la route aussi qui quitte Djouman pour Kilo, pour Laï, c'est aussi la même chose. D'accord. Koumra, tu vas à Moïsala, ça c'est carrément coupé. Même les motos, c'est la pirogue qui passe.
Moi, je Au pense qu'il 21e faudrait- siècle. Même à c'est l'intérieur domaine. d'un domaine, il y Voilà. a des quartiers Moi, je où on crois qu'il dépose des faudrait pirogues. s'encourager. Il faudrait s'encourager. On va écouter à la Fosa, allez-y. s'il vous plaît. Bon, eh bien, moi je voulais évoquer l'aspect de l'éducation. Parce que c'est un domaine central. C'est un domaine transversal. Pour construire un pays, il faut des ingénieurs. Et pour asseoir l'éducation, il faut des enseignants. Comme j'ai dit au préalable, tout cela constitue un processus. 65 ans dans la vie de quelqu'un, même d'une personne humaine, c'est maintenant que vous allez en retraite. C'est une personne de 3e âge déjà. Troisième Et donc, âge. 65 Mais ans. ce n'est pas suffisant pour qu'une nation règle tous les problèmes. C'est pour cela que moi, je fais partie de ceux-là, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas pour le À 65 ans, on ne peut pas encore qui résoudre voit le les La choses. personne est déjà admise à la retraite et vous pensez que la avec- personne n'arrive pas à faire quelque chose à partir de 65 ans. Je compare avec la Après personne. 65 ans, quelqu'un peut faire quelque chose Je parce vous- qu'il est encore jeune, parce que... On parce va que- l'écouter, s'il vous plaît, monsieur C'est pas ce que je Madira. voulais dire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que 65 ans, c'est la vie d'une personne. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'un État, n'est-ce pas, puisse boucler un processus aussi complexe, aussi compliqué comme la décolonisation. Vous voyez. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut beaucoup plus miser sur l'éducation. Il faut des ingénieurs, il faut des enseignants. Et comment fabriquer N'est-ce pas? ces ingénieurs, ces compétences, comment les fabriquer? Mais il faut comparer par rapport aux années 70, 80. Aujourd'hui, tous les enseignants sont des Tchadiens. Ouais. Il y a 20 ans, ce sont des étrangers, ce sont des Béninois. Congolais, les Béninois, des Français. Ça, qui Des nous experts enseignent qui dans nous nos viennent je ne écoles. d'ailleurs. conviens pas. Mais Mais s'il faut oui, comparer aujourd'hui- avec d'autres pays, le Cameroun voisin, Oui, le Cameroun voisin et le Tchad. oui. Aujourd'hui, au Moi, moins, je on a parle- assez des le- enseignants Le chercheurs. Tchad et le On a Cameroun, des professeurs. avec l'indépendance, Ouais. je pense, la même année en 1900... Moi, je ne compare pas avec le Cameroun. Je parle Oui, de mais- ce que je trouve comme un processus Ouais. ordonné, juste Mais on ne peut pas, et normal. le pays ne peut pas se développer Non, en chaque face pays a ses réalités. Le Tchad, faut- le Cameroun, c'est le Cameroun. On ne compare pas sur tous les On plans. parle de ce qu'on a et ce On qu'on pourra parle de faire. nos ressources, de Oui. notre cheminement. Mais on N'est-ce n'est pas différent des Sénégal. autres. On n'est pas Ce que différent je- des ce- autres. Ce que je voulais dire, merci de me laisser terminer en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que Ouais. l'éducation est un domaine central dans lequel il faut beaucoup investir. Ça, c'est quand même capital. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation qui va nous fournir des ingénieurs pour construire nos routes, nos bâtiments administratifs, etc., nos ponts. C'est la base de tout, en fait. C'est l'éducation qui va nous fournir des enseignants, des médecins et des pilotes, comme quelqu'un l'a dit. N'est-ce pas? Donc, l'éducation est un domaine central dans lequel il faut beaucoup miser. Maintenant, pour parler de tout ce qui est infrastructure ou autre, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup à faire dans ces domaines-là. Tout comme dans le domaine de l'énergie. Et je suis aussi de ceux-là qui pensent qu'il faut beaucoup quand même former des gens, des Tchadiens, dans ce secteur, pour exploiter nos potentialités. Nous sommes un pays qui a le soleil, nous sommes un pays qui a le vent, qui n'est pas exploité malheureusement ces ressources. On en a besoin Ouais. pour éclairer et pour nous fournir de l'énergie, n'est-ce pas? Nous sommes un pays qui a également des minéraux rares. Alors, selon vous, Il après faut des gens qui sont S'il peut spécialisés finir dans le son- domaine s'il des mines. 65 peut ans, finir donc, son ce idée, que je je l'école voulais dire, tchadienne est c'est- encore agonisante. Agonisant. Voilà, l'école tchadienne est agonisante après Non, 65 ans. non, il faut être Et- optimiste. selon Monsieur vous, Il faut Madira, optimiste. Selon Monsieur vous, Il faut être Madira, selon optimiste. vous. Moi qui Monsieur vous parle, Alcoa, Selon s'il vous vous, moi plaît. qui selon vous parle, vous, je suis selon le vous, fruit de quelles sont l'école les C'est moi tchadienne. qui pose des Et je questions ici. n'accepte Quelles sont les causes? Moi vous qui vous plaît. Quelles sont parle. les causes? Monsieur Madira, Oui. s'il vous plaît, C'est- jusqu'à preuve le- du contraire, c'est moi qui pose des questions. Patientez, souffrez qu'il finisse au moins son idée et après vous allez donner votre Merci opinion. madame pour votre arbitrage. Donc moi qui vous parle, je suis le fruit de l'école tchadienne. Moi je ne suis même pas allé à Bangui ou à Douala pour étudier. Je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe. J'ai ma vision des choses, je l'assume. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'école tchadienne est agonisante. Il y a des défis. Et ces défis sont propres à n'importe quelle autre nation aussi. Et ces défis-là, il faut les identifier. Au lieu qu'on dise que rien ne marche. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas aussi se jeter les responsabilités. siècle. Vous, responsable du Au 21e siècle, coordonnateur de l'association, dans un passé récent, moi qui suis, vous allez n'est-ce pas, trouver ancien un gars du parlementaire, SEMDE aujourd'hui agent de qui vous écrit développement, une lettre et, qui Abel Fouta, en peut tant que enseigner personne votre- ressource, aujourd'hui un bachelier qui chacun a n'arrive une pas à part de écrire la responsabilité. lettre, qui n'arrive pas à écrire son nom.
Non, c'est des cas isolés. Dans ce cas de figure, s'il vous plaît, monsieur Alafouza, dans ce cas de figure, monsieur Madiera, c'est où pas tous un les élève, bacheliers. par exemple, un étudiant qui ne connaît pas écrire son nom, est-ce qu'il relève encore de la compétence du pays ou bien la faute revient à ses parents? C'est une question de gouvernance. À quel niveau? C'est une question de gouvernance. Il y a un penseur allemand qui dit, si vous voulez combattre un pays, il ne faut pas utiliser les armes. Il faut déstabiliser son système éducatif. Ouais, comme Nelson Mandela a dit ça aussi. C'est notre cas aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Le système, vous savez qu'aujourd'hui, notre pays, les infrastructures scolaires, on a construit là où on n'a pas besoin. C'est les chèvres, les moutons, les dromadaires qui dorment dedans. À quoi faites-vous allusion? Là où il y a le besoin, on ne le fait pas. Il y a le système, on a formé les enseignants, des instituteurs bacheliers. C'est des centaines de milliers qui sont formés et qui traînent là. Les mieux nantis sont des clandomans. Sinon, d'autres repartent au village. Mais le bac, c'est juste... J'ai dit les instituteurs, je n'ai pas parlé du bac, les instituteurs bacheliers. Ok. Voilà, ils sont formés pour être employés avec beaucoup d'argent. On les laisse, on recrute les enseignants communautaires. Plus de 70% des enseignants sont aujourd'hui des enseignants communautaires. Ouais. Que certains écrivent difficilement leur nom. Je parle en tant qu'homme de terrain, je viens du village. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est un système, c'est toujours la non-indépendance du pays. Ouais. Vous pensez que la question de ceux qui payent les enseignants communautaires, là vient d'où? Ceux qui empêchent le gouvernement d'intégrer les gens, mais faire la promotion des maîtres communautaires. Merci de me permettre de rebondir sur cette question-là. Selon vous, l'éducation est vraiment agonisante, après les 65 ans d'indépendance. Et vous, l'école tchadienne est debout? Je vous le demande. Mais je vous pose également la question, est-ce que l'école tchadienne est debout? Vous avez dit, vous parlez en tant que membre expérimenté, surtout aujourd'hui, s'il n'y a pas des écoles privées, l'école publique, vous allez voir que même peut-être vous qui êtes ici, personne n'a inscrit son enfant à l'école, dans une école publique. Et pourquoi? Vos enfants sont dans des écoles privées. C'est un choix personnel en tout cas. D'accord, si vous avez fini, on va l'écouter. C'est là où je vous dis que moi je n'ai jamais fait école privée. Hein. Je suis le fruit de l'école publique. Encore une fois, c'est juste un exemple qui est devant vous. Je parle d'aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. Ça a changé. Notre école d'aujourd'hui. Ça a changé. Après 65 ans, c'est aujourd'hui. Moi, je pense qu'il ne faut pas sortir du cadre. Le sujet, il est clair. Quand on parle du bilan de 105 ans de l'indépendance, n'a rien à voir avec un élève quelque part qui ne sait pas écrire son nom. Et je serais surpris que quelqu'un qui est déjà en 3e niveau bac étudiant ne sait pas écrire son nom ou écrire quelque chose pour s'adresser, je ne sais pas moi, à son enseignant ou à sa famille. Ça peut être des cas peut-être isolés. Ça peut être vous vivez ici au Tchad? Oui, moi je vis au Tchad. Et d'ailleurs, on compare le niveau de nos étudiants qui partent à l'extérieur. Ils partent presque dans beaucoup de pays. En Russie, qui a son système. En Chine, en Turquie, ici au Cameroun, au Sénégal. Ce sont les nôtres qui sont souvent les meilleurs. Hein. Je vous l'ai dit. Ouais. Si vous voulez, des exemples ne manquent pas. Ils sont les meilleurs des meilleurs quelquefois. Et cela veut dire que notre école n'est pas aussi agonisante que vous le croyez. Il faut prendre les choses. Très sincèrement, vous êtes au Tchad, mais vous ne connaissez pas la réalité. Non, alors vous fermez les yeux sur la situation de la manière de voir les choses. Si vous permettez, l'objet des débats, on va écouter aussi la version de Abel Fouta, sa manière de voir les choses, n'est-ce pas? La belle époque, ou bien l'école d'hier, c'est la meilleure des écoles, c'est ce que les anciens ont tendance donc de dire. Mais on va l'écouter pour avoir sa version des faits. Il est le plus âgé, il a de l'expérience, il a vu l'école d'hier, l'école d'aujourd'hui. Il parle la main sur le cœur. Est-ce que l'éducation est vraiment agonisante? Ou bien, quelle est votre appréciation parlant du secteur de l'éducation après les 65 ans d'indépendance, M. Abel Fouta? Je pense que nous autres avions fait une très belle école. Nous avons fait une très belle école. Mais il faut dire que le système éducatif n'a pas tenu compte de l'évolution du pays. Parce qu'en fin de compte, nous avons passé plus du temps à nous faire la guerre. Et le pays n'a pas existé. Parce que quand il y a la guerre, le pays n'existe pas. Voyez-vous? Et les gens, les parents soucieux, n'est-ce pas, de l'avenir de leur pays, de leurs enfants, ils ont envoyé des enfants, mais on a colmaté les niveaux. On a colmaté les niveaux, mais au jour d'aujourd'hui, dire que l'école tchadienne est agonisante, c'est peut-être un peu de l'extrémiste. Mais il y a des problèmes. Parce qu'en fin de compte,
on a mis tout le monde dans l'enseignement, des gens qui n'ont pas de profil, etc., etc. On a vu qu'à un certain moment, on a même dit il y a un verbe goyavier, il y a un verbe manguer, etc., etc. Moi, je crois que c'est un peu le déchet de la société. Et il faut inviter donc les gens qui sont en charge, n'est-ce pas, de faire un effort. Et je crois que sur tous les niveaux, les efforts sont en train d'être faits. Nous devrions nous encourager. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous allez, nos enfants qui sortent hors du Tchad, dans le pion, en RCA, moi j'étais au Sénégal, etc., etc. Il faudrait s'encourager. Moi je crois qu'il ne faudrait pas être déficitiste. Après 65 ans, c'est vrai, nous avons commis des bêtises, nous avons commis des erreurs, mais le moment est venu, il faudrait qu'on se relève pour regarder le soleil. Nous sommes en train de tendre vers un soleil nouveau, mais il y a des efforts, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit, n'est-ce pas, c'est vrai, il n'y a pas eu, à un certain moment, il n'y a pas eu une bonne politique de planification. Au temps de Tomanba, il y a eu des usines, il y a eu des machins, et on continue. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on s'encourage. En tant qu'animé du patriotisme, je crois qu'il faudrait s'encourager à ce que nous faisons le mieux. Parce que nous disons plus loin que le Tchad est un pays émergent. Et nous rêvons que le Tchad devienne, n'est-ce pas, la vitrine de l'Afrique. Mais la vitrine de l'Afrique, il faut former des gens. La vitrine de l'Afrique, il faut soigner des gens. La vitrine de l'Afrique, il faudrait bâtir, n'est-ce pas, une atmosphère du bien vivre. Voyez-vous, parce que à l'heure où nous sommes, comme nous avons hérité cette mauvaiseté de la politique, n'est-ce pas, coloniale française, qui a fait que, moi je considère à la Fouza, parce qu'il est musulman, il n'est pas mon frère. Moi je crois, ça nous talonne. Il va falloir que notre mentalité change, et dès lors où notre mentalité change, et je vous avais déjà dit ici qu'il y a une prise de conscience par les jeunes, et il va falloir que nous puissions dire que le Tchad est en train de marcher vers Moi, je trouve que nous sommes des Tchadiens, on n'a pas d'autres pays, on n'a pas de raison à lancer de l'anathème sur notre pays. Il faut dire la vérité et il faut que les choses changent pour avancer. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur au Tchad, aujourd'hui, ça, on reconnaît qu'il y a des avancées. L'enseignement supérieur. Mais l'école primaire, secondaire, il y a un problème. Il reste chaos total. Il y a du chemin à faire. Oui. Les cours, il n'y a pas de salle de classe, les cours commencent pendant que les gens finissent de récolter les champs. Et donc, c'est les TI 2000 ce sont les élèves qui imposent donc la rentrée. Et donc, voilà, c'est en janvier, décembre que les cours commencent. Et les premières pluies, les vacances s'imposent. On n'arrive jamais. Et on n'a pas occulté également les grèves répétitives. Et c'est rare de trouver des salles de classe équipées avec des tables et dans tout ça, où est l'école? Et je suis sidéré d'apprendre que l'école avance aujourd'hui au Tchad. Je suis tchadien. Je n'ai pas... Au moins, l'école est gratuite. Au moins, l'école est gratuite, c'est quand même une avancée. L'école est verbalement, théoriquement gratuite. Mais les fournitures scolaires n'arrivent difficilement également à la destination, sinon se retrouvent également au marché. Mais on ne peut pas rendre l'école gratuite et en même temps payer les fournitures pour les élèves, pour tout le monde. Nous avons une école, mais on paye les fournitures. Je parle en tant que de terrain. Votre cadre est spécifique, voilà. On va y revenir dans un instant. C'est dans presque toutes les écoles. Il y a des fournitures qui arrivent, mais qui se retrouvent également au marché. Et même si c'est écrit, vente interdite. Et je parle ici aussi des salles de classe qui s'imposent. À cela s'ajoutent également les grèves. Une année scolaire, peut-être 3-4 séries de grèves. C'est l'année académique 2024-2025 qu'on n'a pas enregistré de la grève. Dieu merci. L'année qui vient de s'écouler, bientôt qui va s'écouler, on n'a pas eu assez de grèves. Et la grève, ce qui se passe cette année, ne peut pas réparer le passé. Les dizaines d'années de grève, ça ne peut pas réparer. Et ça, c'est en termes de grève. Mais la question d'infrastructure, la question de la qualité de l'enseignant se pose avec acuité. Je suis surpris qu'on me dit que l'école tchadienne avance bien. Monsieur Alcoa, sur ce plateau, je pense que c'est dans cette semaine, et la semaine dernière, j'arrive, la semaine dernière, nous avons eu sur ce plateau les responsables du CET, les enseignants. Je crois qu'ils n'ont pas dit autre chose que nous sommes en train de dire. Non, il ne faudrait pas déplorer ce qui ne peut pas être déploré. Nous sommes tous des Tchadiens, nous sommes tous des chauvinistes. Donc nous ne pouvons pas, je crois, si nous aimons ce pays-là, moi je crois que par amour pour ce pays-là, nous ne pouvons pas dire que l'école tchadienne est morte. C'est un système. Moi je crois qu'il faudrait recadrer ce qui est recadrable pour que nous puissions avancer. Mais on ne peut pas dire que l'école tchadienne est morte. Ça, c'est pas dire la vérité.
Je parle en tant qu'homme de terrain. Nous, on a amené les gens, on a sensibilisé les gens, on a organisé les villages à créer des écoles, on a organisé les fériques à créer des écoles. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que les fournitures sont envoyées et les fournitures se retrouvent à l'école. Mais est-ce que ce n'est pas ces enseignants-là? Au marché. Mais c'est allé comment? Est-ce que c'est l'État qui a envoyé les fournitures sur le marché? Il y a une responsabilité qu'il faut assumer. Mais ceux qui gèrent ces fournitures au niveau décentralisé, ils représentent aussi l'État. Mais alors? Ou bien ces fournitures sont volées, on n'a pas dénoncé également. De toutes les manières, moi je crois que les responsabilités restent à déterminer. C'est des choses qu'il faut reprocher, c'est des choses qui sont reprochées et il faut trouver des solutions idoines pour que ça soit corrigé. Mais il faut dire la vérité. Ça fait partie des aspects sur le terrain, surtout dans les provinces, qu'ils déplorent peut-être. Donc, c'est à prendre aussi en compte pour voir les responsabilités sont à quel niveau. Est-ce que ce sont les responsables d'établissement qui détournent ces fournitures que les partenaires envoient, les partenaires du pays, bien évidemment. Donc, la question reste posée et les responsabilités sont l'essentiel est que les fournitures arrivent, mais sur place, qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se passe pour que les fournitures puissent prendre autre chemin au lieu que ça arrive donc au destinataire. Voilà. Autre chose que nous déplorons aussi, c'est qu'en 65 ans après l'indépendance, il y a beaucoup de Tchadiens qui partent par exemple aux pays voisins pour les études, mais beaucoup de ces jeunes-là qui voient leur vie ôtée à fleur d'âge. Mais le cas du pays voisin au Cameroun reste donc l'école tchadienne est déjà bon. Moi, je pense pourquoi les gens partent encore dans d'autres pays? Ça dépend aussi, c'est un choix personnel. Le nombre des étudiants tchadiens au Cameroun dépasse ceux du Cameroun. Et malheureusement, beaucoup décèdent dans des circonstances un peu déplorables. C'est ce que nous déplorons aussi. Oui, on vous contrairement à beaucoup de pays, nous les Tchadiens, on a préféré de faire la guerre. Et ça sera une solution. Après l'indépendance. On a préféré. Et même la guerre dont vous parlez. Merci de me laisser terminer. La guerre n'est pas partie de nous. La guerre nous est imposée également par l'extérieur. Merci de me laisser terminer. On est tous invités au même niveau. Laissez-nous parler. On va écouter M. Alafouza. Vous ne savez pas encore ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on a préféré de faire la guerre. Cette guerre nous a pris beaucoup de temps. On a passé beaucoup des années blanches à l'époque. Nous, les autres, on n'était pas encore nés. Chez nous, ils disent, il y a un proverbe qui dit « Votre oreille là, est plus vieille que vous ». Ce que nous apprenons à travers les pages de l'histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de guerres qui se sont succédées, qui nous a pris beaucoup de temps, contrairement à beaucoup de pays. Le Cameroun, pas de voisins, par exemple, le Nigeria et autres, qui ont mis leurs compétences au service du développement, contrairement à nous. Le Cameroun compte beaucoup des universités par rapport à nous. Nous, il y a 10 ans, on n'a que peut-être une dizaine des écoles supérieures publiques. C'est vrai, il y a les universités et les instituts privés qui comblent le vide, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas forcément une question de qualité. C'est aussi une question, n'est-ce pas, d'accessibilité, de la capacité d'accueil de nos structures de l'enseignement supérieur. Et la question maintenant de nos compatriotes au Cameroun, surtout les étudiants en particulier, je déplore particulièrement les cas de décès. Beaucoup de nos compatriotes qui sont décédés dans des circonstances qui ne sont pas encore éclaircies. Nous déplorons cela. Et nous avons appelé, quand nous siégeons encore à l'Assemblée, à ce que le gouvernement prenne cette question-là très au sérieux. Et je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il va falloir que des efforts sérieux soient faits afin que nos compatriotes, là, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont morts, la justice soit rendue. Maintenant, nos universités et nos écoles supérieures ont développé des capacités d'accueil. Je salue également récemment le fait que le président a pris un décret. Il a créé des universités. Une à Faya et l'autre, je crois, à Bangor, c'est ça? Donc des universités récemment. Et ces universités-là, par exemple l'université de Sahara de Faya, ou dans une zone où presque 46% du territoire national, il n'y a pas une autre université. C'est quelque chose qui va quand même arrêter une partie des étudiants, des bacheliers cette année, qui sont un peu nombreux d'ailleurs, et celles des années précédentes, qui ont obtenu leur baccalauréat seront absorbés par cette université-là. C'est quelque chose qui est en train d'être fait.
Et je salue le travail qui est en train d'être fait au niveau de l'enseignement supérieur. On a besoin de ce genre d'actions. Et c'est un travail collégial qui fait de manière très sérieuse. Revenons encore sur au niveau supérieur, secondaire et primaire. Mais il ne faut pas ignorer du fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes fabriquons, n'est-ce pas, nos manuels scolaires. C'est nous-mêmes qui prenons, n'est-ce pas, en charge nos élèves à tous les niveaux. Et ce sont exclusivement des Tchadiens comparativement aux décennies dernières. C'est une avancée qu'il faut reconnaître. Ce sont des Tchadiens comme vous et moi qui s'assument, qui font des efforts nuit et jour. Il ne faut pas ignorer. Et moi, je pense encore une fois qu'il faut être positif. Il faut être optimiste. Ces efforts-là ne sont pas vains. Et au niveau politique, il y a une volonté. Je salue également le fait que les hautes autorités ont créé, n'est-ce pas, ont institué ce qu'on appelle le prix de l'excellence. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques jours encore, on parle encore de formations adaptées comme l'intelligence artificielle. Parce que le monde évolue, il va falloir qu'on soit, n'est-ce pas, à jour. Et il y a un proverbe chinois qui dit « Cultiver les céréales sur une année, les arbres sur 10 ans, et former les hommes pour la vie. » On forme les hommes pour la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire et on va obtenir des résultats tout de suite. C'est un processus, encore une fois. Ce processus-là est en train de porter des fruits, à mon avis. Et je pense très sincèrement que ce travail-là est en train de porter des fruits. Et il faut s'allier. Et il faut aussi reconnaître les défis qui sont là. Le fait que dans certaines contrées, il n'y a pas d'école. Le fait que les enseignants ne sont pas affectés. Moi, il y a 2 ans, je suis allé en novembre, je suis allé à Krdimi, je suis allé à Bardaï, dans le cadre d'une mission, les écoles étaient encore fermées. J'ai demandé pourquoi. Et là, on m'a dit que les enseignants affectés ne sont pas venus. Les enseignants ne viennent pas. Et ces enseignants-là, c'est leur responsabilité. Et c'est pour cela que quand l'occasion s'est présentée, j'ai demandé à l'Assemblée, au gouvernement, n'est-ce pas, à ce que ces enseignants-là, n'est-ce pas, des sanctions très sévères soient prises contre ces enseignants qui préfèrent certaines contrées par rapport à d'autres, n'est-ce pas, et pour que aussi possiblement soient remplacés par d'autres gens. Ouais. Et ils sont là, les diplômés sont nombreux. Aujourd'hui, ce qui est bien par rapport au début des années de post-indépendance, c'est que nous avons des compétences, presque dans tous les domaines. Donc ces compétences-là, il faut savoir les utiliser. Je suis d'accord qu'il peut y avoir quelques-uns frustrés. Je suis d'accord qu'il y ait quelques gens qui ne sont pas moins compétents, qui sont moins compétents et qui sont dans des domaines. Mais ça, ce sont les faits de société qui peuvent être trouvés dans il y a les politiques qui interviennent, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà mon avis. Merci, on aura donc compris. On va prendre juste quelques minutes pour parler un peu de la situation des droits de l'homme, pour ne pas parler de la traite des enfants. Madiara, on sait quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que la situation s'empire ou bien on fait du surplace? Je dirais toujours que les données sont mitigées. En termes de l'amélioration de l'environnement juridique, ça il faut reconnaître que le Tchad n'est pas le dernier. En termes de ratification, l'adoption, l'internalisation des textes, nous sommes excellents. Mais les traduire dans les faits, on est zéro. On n'est pas quand même zéro, là. Dans beaucoup de domaines. D'accord. En termes de... Je prends un exemple sur des questions liées à la traite des personnes. Ouais. La loi 12, portant lutte contre la traite des personnes, qui ratifie l'ordonnance 06, promulguée le 20 juin 2018 par le défunt chef de l'État, Idriss Déby Itno. Oui, paix à son âme. Paix à son âme aujourd'hui, c'est difficile de parler des avancées en ces termes. Vous savez que dans cette loi, il est prévu la mise en place d'une commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Oui. Et je rappelle que vous c'est en juillet, êtes le 2025 ici qu'il y a un décret qui arrive à mettre sur pied cette commission, alors que ça fait 7 ans. Et je vous rassure que presque tous les bus, la majorité des bus qui viennent de la zone méridionale ont au moins un candidat à l'enrôlement dans la traite. Ils passent ici pour être enrôlés, soit sur le territoire national, soit envoyés dans d'autres pays. Même à l'instant où nous sommes, les bus qui arrivent, si vous vérifiez, il y a des gens dedans. Et comment vous le savez?
Mais c'est notre travail. On a l'habitude d'intercepter de Bongor parce que nous avons nos points focaux dans toutes les villes. Toba, Mundu, Bongor, Kilo, Gelendeng, Pala, jusqu'à dans la zone septentrionale. On a des points focaux, des gens qu'on a formés, on a nos alliés avec qui on travaille. Et donc, je vous rassure que la situation, elle est restée telle qu'elle est. Et ce qui choque jusqu'aujourd'hui, la traite des personnes est un crime. Et c'est connu de tout le monde. Mais aucune personne représentant de l'État n'a osé lever le petit doigt pour poser ce problème sur la place publique un jour. Comme dans d'autres pays, au Niger voisin, c'est le gouvernement qui a créé des choses pour faire avancer. Ils ont déployé également des moyens. Même en Mauritanie, qui avait eu l'esclavage traditionnel, l'esclavage par ascendance, le gouvernement a financé également des conférences. On nous a invités pour aller également échanger avec les gens. Mais dans notre pays, c'est un autre débat jusqu'aujourd'hui. Et donc, on trouve que la situation, elle est extrêmement grave et les efforts qui sont faits, je dirais que sur le plan de l'amélioration de l'environnement juridique, ça, il n'y a pas de problème. Mais les traduire dans les faits, ça se pose avec acuité. Ça avance très rapidement. Et vous savez que dans cette question, il va falloir que les agents de sécurité, les magistrats également se donnent. Les agents de sécurité qui s'engagent à mener cette lutte sont toujours également menacés par leur chef. Les magistrats qui tiennent à cela, au bout, qui arrivent à quelque part, ils trouvent qu'au bout là-bas, il y a un officier supérieur. Et donc, vous connaissez ce qui se passe dans notre pays. Et donc, l'enquête s'éteint. Quand on trouve qu'au bout, il y a un haut cadre qui est là-bas. Et donc, tout ça, ça fait que la situation se résout avec beaucoup de difficultés. Or, c'est le Tchad qui a ratifié ces instruments juridiques au niveau international, comme j'avais dit, et qui les a internalisés et qui doit également les traduire dans les faits. D'accord. Alors, vous travaillez beaucoup plus avec des enfants qui, quelquefois, certains sont vendus par leurs propres parents. Il y en a qui subissent également, qui sont enrôlés aussi pour d'autres destinations dont vous faites. Est-ce qu'il y a un cas précis que vous pouvez partager avec nous? Il y a beaucoup de cas et la situation varie d'un enfant à un autre, d'une victime à une autre. La traite, ce n'est pas seulement la question des enfants. Les adultes, les diplômés sans emploi, les femmes. On a arrêté de réaliser une enquête, une étude en fait sur la traite des personnes en 2023. Et les conclusions révèlent que l'enquête a été réalisée par Crash dans 19 provinces sur 23. Et le résultat révèle que les victimes sont majoritairement des femmes. Les victimes de la traite sont majoritairement des femmes et plus particulièrement des filles. Et les auteurs sont beaucoup plus les hommes entrés, c'est-à-dire les officiers supérieurs. Et on compte sur ces autorités supérieures-là pour régler ce problème-là. Alors qu'au bout, là-bas, ce sont eux qui se présentent. Et donc, il y a un problème qui se pose avec acuité. Et comme je venais de le dire, ça pose également un problème quand on mène également la lutte. Ça fait que les dossiers dorment dans les tribunaux sans que ça avance. Et même dans d'autres termes, je pense qu'en matière de... Et pour parler de cette question, les causes sont aussi multiples. Il faut parler également de la question d'accaparement de terres qui expose, les gens qui arrivent à expolier. Certains villageois sont en train d'exploiter les terres des autres. Et donc, une famille agraire, quand on lui arrache la terre, c'est comme si on arrache le bic à un ancien, la craie à un ancien, ou alors la truelle à un maçon. On l'expose, on le propose également à la mort, une mort programmée, une mort lente mais programmée. Et avant de mourir, il va se chercher. Et pour se chercher, il se fait également enrôler dans cette pratique aussi vassale. C'est des choses qui se développent et avec des ramifications jusqu'au dernier village. Je vous rassure, aujourd'hui, il y a des villages qui sont appelés à disparaître le cas de Tchad. Sur la question de l'enrôlement des jeunes, des enfants, la traite. Il y a des villages dans le lac Hiro et bien d'autres départements du pays qui sont vidés de leur jeunesse. Les jeunes sont déportés, comme j'avais dit. Il y en a qui sont déportés, il y en a qui sont trompés, il y en a qui imitent les autres, et ainsi de suite. Il y en a qui viennent eux-mêmes, parlant de l'exode rural. C'est pourquoi je dis qu'ils imitent les autres, c'est par imitation. Voilà. D'accord. Et donc, cette situation, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et rien n'a été encore fait. Si ce n'est pas la société civile, en termes d'amélioration de l'environnement juridique, oui. Mais autre chose, c'est difficile de parler des avancées en cette question-là. Et alors, au XXIe siècle, après 65 ans, on parle encore de la vente publique des personnes. Et dans le Mandoul, dans un passé récent, on vendait les enfants au marché en attachant une vente publique, le plastique à l'avant-bras.
sur le marché de Murumblé, de Gundi, de Toulala, dans le Mont-Michel. Les enfants étaient vendus au marché en attachant le plastique à l'avant-bras au XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a des V8 qui viennent également déporter les jeunes, il y a des véhicules des agences qui viennent. C'est une situation qui ça fait 2 semaines, on a, dans un village du canton Koumra, 50 jeunes ont été déportés. Un jour, 50 jeunes d'un village. Allez-y comprendre. 50 jeunes d'un village qui ont quitté en un jour. Et là, c'est par imitation ou bien c'est quelqu'un qui a enlevé ces jeunes? Vous savez, la situation, parfois, c'est déplorable. Les jeunes qui sont partis, si on déporte au moins 10, 15, 20, on donne un peu de l'argent, pour revenir, pour dire qu'il y a beaucoup d'argent, il faut aussi aller. Et quand il revient, il essaye de donner un peu, d'acheter des motos, il fait des réalisations, les autres disent, bon, mais lui il est parti, il est revenu, là, nous également on va trouver l'argent. Ouais. Alors que quand tu fais une analyse, une enquête dans un village, au moins c'est 10, 40, 60 jeunes qui sont partis, c'est au moins 2 ou 1 qui revient avec de l'argent. À ce niveau, c'est peut-être eux-mêmes le problème, parce qu'ils viennent convaincre ou bien corrompre ou convaincre, je ne sais pas, leurs copains, leurs amis, leurs frères, pour partir comme eux. Mais j'avais expliqué un peu ici la cause, la dévastation des champs, l'accaparement des terres, ça fait que la population vit une situation, une précarité avancée, une précarité absolue. D'accord. Et donc, ils vivent dans une vulnérabilité absolue. Et quand ils voient qu'un de leurs frères, un de leurs amis qui est parti, qui est revenu là, ils pensent qu'eux également, ils peuvent avoir les mêmes chances. Voilà. D'accord. Alors, je vais me tourner vers les anciens parlementaires ou les conseillers. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette situation que, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les provinciaux vivent cela, ou bien les jeunes, les bras valides, vivent encore sous l'injustice, la vente des enfants en public, des personnes en public. Je dirais, j'ai quand même la chair de poule, parce que je me dis, après 65 ans, si il s'avère que les jeunes quittent leur milieu pour, n'est-ce pas, des aventures ici en ville, parce qu'il faut d'abord commencer par là, on voit que les jeunes, que ce soit de la zone méridionale, que ce soit, n'est-ce pas, de la zone septentrionale, viennent grossir les villes. Ça, c'est un problème. Mais si ce qu'on appelle l'esclavage moderne, si cela se fait dans ce pays, et on sait que cela se fait, c'est bien dommage. Est-ce que c'est moderne ça? Oui, de l'esclavage moderne. L'esclavage moderne, c'est, si vous voulez, la déportation, la vente, n'est-ce pas, des jeunes. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Moi, je pense que pour un pays qui se veut républicain, indépendant, après 65 ans, c'est déplorable. Et vous savez que chaque année, nous avons les associations de droits de l'homme qui font déjà un bon travail. Je profite pour encourager et féliciter le travail que mon jeune frère est en train de faire dans le milieu, n'est-ce pas, de la population, pour un peu atténuer les villages, n'est-ce pas, qui se vident pour aller chercher ailleurs. Ouais. Le plus souvent, vous savez, c'est lorsque vous allez aussi en Afrique de l'Ouest, vous trouvez que cette pratique, n'est-ce pas, se fait. Les jeunes filles qui viennent dans les ménages et qui, n'est-ce pas, souffrent de l'esclavage. Voyez-vous, ces jeunes sont exposés à l'esclavage sexuel, l'esclavage de la maltraitance. Moi, je crois que nous devrions, après 65 ans, nous donner la main, mutualiser les efforts pour que, vous savez, il y a des gens ici qu'on a directement pris, soit du village, qu'on a fait venir en ville. Ça, pourtant, n'est-ce pas, une formation basique, on lui donne une arme. Vous avez des gens comme ça, qui sont, vous savez, dans la fonction publique, dans l'administration publique. Vous avez un sous-préfet qui ne sait pas parler français. Vous avez un sous-préfet qui s'exprime très mal en arabe. Donc, moi, je crois que tous ces déchets-là, après 65 ans, il nous revient, n'est-ce pas, un devoir
sinon un droit, de faire en quelque sorte que la sensibilisation soit faite. S'appuyer, n'est-ce pas, sur, j'ai en face de moi des gens qui travaillent déjà dans la société civile. Moi, je crois qu'il faudrait faire en quelque sorte que, si nous pouvons, c'est comme l'excision. Ouais. On est en train, n'est-ce pas, de se battre pour atténuer. Parce que lorsque vous écoutez un chef traditionnel, il dit, ça c'est ancré dans nos mœurs. Ouais. C'est difficile pour nous de nous séparer. Donc moi je crois qu'il faudrait, n'est-ce pas, se mettre ensemble, mutualiser les efforts pour que nous puissions atténuer et à la longue, n'est-ce pas, éradiquer cet esclavage moderne. Merci beaucoup. Alors, Alafouza. Moi je pense que... Vous avez eu aussi froid au dos. Oui, je suis surpris de certaines révélations. C'est des révélations en fait pour moi. Qu'il y ait ce genre de pratiques. Apparemment, vous ne connaissez pas la réalité du pays. Oui, je viens de l'apprendre. Et que de façon, comme vous le dites, aussi flagrante, si tel est le cas, c'est très grave. Parce que protéger l'enfant relève de la responsabilité de l'État, des institutions, telles que la justice. Il y a également une justice spécifique. Il y a les organisations qui travaillent dans ce secteur, telles que l'UNICEF et autres. Il y a la Convention de 89 des Nations Unies, qui est ratifiée par à peu près 196 pays. Actuellement, j'ignore les nombres. Mais je suis quasiment sûr que le Tchad a ratifié. C'est la Convention relative aux droits de l'enfant. Droits de l'enfant. Voilà. 89. Donc, ce n'est pas l'arsenal juridique qui manque. Nous sommes un pays qui, comme Kassir l'a dit, a plus beau texte. Qui a les plus beaux textes. À l'image, n'est-ce pas, de la France, de l'Italie, des Nations États-Unis et autres. C'est juste des exemples. Mais si une telle pratique se fait, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. En premier lieu, les associations de droits de l'homme, telles que la vôtre, par exemple. Peu importe la personne qui pratique. Nous avons des institutions, nous devons avoir le minimum de confiance sur nos institutions, surtout la justice. Peu importe la personne, elle peut être générale ou elle peut être, ce n'est pas tous les généraux, ce n'est pas tous les officiers. S'il y a un général ou je ne sais pas moi, un officier, comme vous le dites, est impliqué, la justice, elle est pour tout le monde. Elle s'applique à tous. Donc, je pense que si le fait que vous évoquez, je ne dirais pas que c'est faux, je n'ai jamais dit ça, si la même description que vous faites est réelle, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités parce que nous sommes en danger. Ouais. Les enfants, ils n'appartiennent pas à leurs parents. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les enfants appartiennent, n'est-ce pas, à l'État, à la société, dans toutes ses composantes. Donc c'est une responsabilité commune. Je pense que les organisations ont failli s'il y a des enfants qui se font esclaves dans leur pays, etc. Je suis désolé, le terme est lourd. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. Les enfants, ce sont des êtres ambitieux aussi. Je vais vous citer un exemple. Avec des partenaires au développement, nous sommes allés visiter des écoles à Faya. À leur grande surprise, les filles étaient majoritaires. Les gens pensent que ici, on envoie toutes nos filles à l'école par rapport aux autres régions. Moi, je leur ai expliqué qu'ici, ce sont nos garçons. Certains vont aller derrière les dromadaires et beaucoup vont aller dans les zones de voyage. Et d'autres préfèrent aller en Libye faire des activités de commerce. Donc cette réalité a fait que les filles soient majoritaires. Ça veut dire que le nombre des enfants non scolarisés augmente. C'est des choses qui sont parfois confondues avec le fait que vous relatez. Les enfants préfèrent partir, surtout les garçons. Ceux de Moundou préfèrent venir à N'Djamena, ceux de Bébidja et autres, Benouille et autres, là, préfèrent venir dans les grandes agglomérations. Ils pensent que dans ces centres, dans les grandes villes, là, il y a plus d'opportunités de réussite. Donc ce sont des faits qui sont liés beaucoup plus à l'exode. Ça, c'est ce que moi je sais. Mais sur l'autre sujet, tout ce que je sais, c'est qu'une telle pratique
Si elle s'est fait de la même manière que vous dites, il va falloir que chacun se prenne ses responsabilités. Danger. Vous dites que les organisations ont failli. Mais quel pouvoir les organisations ont? Les organisations ont le Les pouvoir de organisations saisir ont la justice. mission. Ont la Ça, mission c'est le minimum. de sensibiliser, de dénoncer, peut-être d'accompagner les victimes. Je pense que ça s'arrête. Si là. les organisations... actions de plaidoyer. Si les organisations Mais quand les sont organisations aussi actives, dénoncent, moi je ne mais serais pas au surpris service, d'apprendre en ma qualité d'ancien parlementaire. Parce que c'est un sujet nous qui avons écrit même au devait président y avoir de lié. l'Assemblée. Il y a même eu des députés qui ont vendu les enfants qu'on a dénoncés. Non, mais ça c'est très Même grave. des ce que députés vous tchadiens dites. qui ont vendu des Ça enfants. c'est très grave ce que vous dites. Mais on a des preuves. On les a appelés, on a échangé avec eux. Ils disent qu'ils ont pris les filles pour utiliser. Non, ça c'est ce que vous dites. Je pense que c'est généralement, ce sont des très grave. Parce Généralement, que c'est des filles, oui. nous avons de preuves et nous avons Non, je discuté suis pas avec la d'accord personne. que Ce tout n'est le pas monde qu'on est soit là pour complice, mentir. sauf vous. Vous êtes Non. au courant. Vous Non, êtes au courant que ça, c'est fort. Vous êtes au courant qu'à Léré, un sous-préfet a signé avec un agent de la GNNT pour vendre un enfant. Ça fait le tour sur les réseaux sociaux. Pour donner un OK à la vente de ces derniers. Ça fait presque 2 semaines, à Pont-Carotte, un commissaire a utilisé le seuil de l'État pour vendre 6 enfants. Ce Vous sont dites ces vendre. enfants ou bien ce sont les enfants? Mais quand selon la traite, qu'est-ce que c'est que la traite des personnes? En définition, la traite des personnes désigne 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'acte. Le deuxième élément, c'est le moyen. Le troisième, c'est le but. L'acte veut dire le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil, etc. Le moyen, c'est d'utiliser la force, la fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir, etc. pour des fins d'exploitation. Et donc, pour affirmer qu'une personne est victime de la traite, que la personne soit déplacée d'un lieu A à un lieu B pour des fins d'exploitation. Ces enfants ont quitté Pont-Carotte pour aller vers la frontière. Les gens ont pris de l'argent. Vous allez dire que ce n'est pas la vente, vous dites quoi? Quel est le nom selon vous? Et nous avons de preuves. Ça n'a même pas mis un mois même. D'accord. Alors là, c'est Non, donc moi- le champ moi- d'action, moi, je pense c'est avec que- votre permission, Et- c'est donc et- le champ et- d'action et de dire- M. Alcoa, Et dire, si vous permettez. et dire Monsieur que Alcoa, les vous organisations permettez? ont failli, c'est trop dire. Alors, les organisations ont fait, c'est Monsieur qu'ils sont Madiara, allés même au-delà de ce avec qu'ils votre font. permission, Monsieur Vous savez Alcoa, que parfois, les organisations sont allées même pour chercher les auteurs. pour les prendre, on a compris pour les les amener, efforts que vous c'est faites les- pour défendre ces dans enfants, les s'il vous institutions plaît, de sécurité. Monsieur Alcoa, on a compris, en fait, s'il faut le résumer ici, Arrête fait donc dans la récupération, l'orientation et surtout l'accompagnement de ces enfants, de ces victimes, de ces personnes-là, pas seulement les enfants, mais on parle de la traite des enfants d'une manière générale. Et c'est ce que vous faites, vous aviez donc déposé sur la table. Hein. Ça, c'est une surprise pour beaucoup parce qu'ils ne sont pas informés, bien évidemment, par manque de, je ne sais pas, la sensibilisation ou l'information qui n'est pas passée. Néanmoins, on n'est pas en train de faire un débat. On a la radio Liberté qui on n'est pas en diffuse train ça, de les faire un journaux, débat. et même Voilà. ici, vous avez parlé aussi de ça aussi Tout longtemps. à fait. Voilà. On n'est pas en train de spécifier le débat sur la vente des enfants ou bien la traite des personnes. De manière générale. Voilà, on parle de l'aspect sécuritaire après 65 ans, 65 ans après l'indépendance. Malheureusement, on découvre aujourd'hui que malgré les 65 années passées, il y a encore un marché public qui fait donc de la vente des personnes ou bien de la déportation ou l'enrôlement surtout les filles et les enfants qui sont donc les cibles principales. On prend l'information comme ça, puisque ça fait partie des aspects, parmi tant d'autres. On va évoluer, puisqu'il ne nous reste pas d'ailleurs assez de temps. J'ai envie de vous demander aussi... Pour élucider, ces jeunes, quand ils sont achetés ou déportés du Sud, arrivés à N'Djamena, ils sont vendus. Voilà, c'est ce que vous aviez dit. On les amène à Abéché, ils sont vendus à d'autres preneurs. D'Abéché, on les achète pour les amener vers Kalaït et autres. Il y en a qui arrivent pour être exploités dans les mines d'or. On les regroupe comme un marché de bétail. Les preneurs viennent identifier les plus valides. Et on les achète avec des grammes d'or. Ça nous rappelle la razzia. Ce n'est pas une histoire, c'est des choses c'est ce que vous savez, si vous connaissez cette chaîne-là, pourquoi ne pas le déclarer haut et fort pour tout le monde? On a l'habitude de dire ça. On a fait des rapports, on a organisé un colloque international au CEFOT, où on a invité les gens qui étaient venus de l'extérieur. On a posé le problème sur la table au CEFOT. Je pense que moi, je me permets est-ce que le gouvernement est resté passif?
Mais ne serait-ce qu'en quelles sont partie. les choses qui sont faites, j'avais dit ici, c'est l'amélioration de l'environnement juridique. Je vais dire. Ça, on a apprécié à sa juste valeur. Tout à fait. Et récemment, après 7 ans, la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes vient de voir le jour en juillet ici. Et donc, elle est jeune, elle n'a pas de moyens. Donc, c'est difficile d'apprécier ce qu'elle fait. D'accord. Voilà. Moi, je pense que... Voilà un peu le problème auquel eux, ils font permettez, face chaque jour. D'accord, je vais juste ajouter un point. Il va falloir éviter les récupérations. Les récupérations de certains sujets qui peuvent frustrer quand même une bonne partie de nos concitoyens. Nous sommes dans un plateau qui est suivi, une chaîne qui est très bien suivie. Et certains termes ne sont pas appropriés. Vous parlez des ventes publiques. Oui. En présence des autorités. Et il va falloir des preuves, il va falloir expliquer les choses et que beaucoup de Tchadiens resteront dans la soif telle que vous décrivez la situation. Et ils se permettront même de remettre en cause. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Maintenant, le cheminement que vous êtes en train de faire, avez-vous des preuves matérielles que des gens, n'est-ce pas, sont achetés quelque part, sont encore vendus, sont revendus vers Kalaït. Ce sont des choses qui peuvent quand même remettre en cause, n'est-ce pas, ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de Kalaït, il y ait une mine d'or, parce que c'est une zone que je maîtrise par rapport à beaucoup de choses. Il y a une mine d'or ouverte, n'est-ce pas, et qu'on achète les gens pour les exploiter. Ce qui n'est pas le cas. Peut-être que vous êtes un peu mal informé. Maintenant, là où je remets encore en cause le travail qui est en train d'être fait par les organisations, nous sommes un pays qui a des institutions, qui a les médias, qui jouent aujourd'hui le rôle de quatrième pouvoir. Vous voyez? Et les organisations doivent faire leur travail. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit complice dans quelque chose d'aussi grave. Aujourd'hui, au XXe siècle, dans ces nouvelles Tchad que nous voulons tous construire, qu'il y a une telle pratique au vu de tous et que tout le monde est complice, sauf une poignée d'organisations. Je ne le crois pas. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Il va falloir dépassionner les débats. Qu'est-ce que c'est fait exactement? Ceci fera l'objet de notre débat, avec votre permission. Cet aspect fera l'objet de notre débat. Monsieur Alcoa, parce qu'il se pose des questions, il a une certaine interrogation. Je n'élargis pas le débat autour de ça. Je pense que nous n'avons pas besoin de frustrer les gens des communautés tchadiennes, non. Je pense que vous savez travailler avec les victimes qui sont dans notre centre, qui vous expliquent comment ils sont déportés, ils sont achetés, ils sont exploités. On n'a pas besoin d'inventer les choses. Les victimes sont là. Si vous voulez demain, venez au centre. Ils sont là. Elles sont là, elles vont vous expliquer. Donc des enfants exploités. Comment ils sont déportés, comment ils sont exploités, comment ils sont vendus, comment ils sont récupérés. Il va falloir que les Tchadiens sachent. On n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. On a l'habitude de parler de ça. Ils ont fait le travail, ils ont fait le terrain. Ils ont fait le terrain. S'agissant des personnes, les enfants qui sont vendus sur le marché, j'ai dit dans un passé récent, et j'ai cité avec précision les marchés. Si vous me suivez, j'ai cité là, les locaux, là où ces enfants sont vendus. Ok. Et les témoins sont là au village. On va mettre un point final à cet aspect. C'est un débat. On va mettre un point final à cet aspect. Apparemment, vous êtes en déphasage avec les réalités de notre pays. Mais nous, on n'a pas besoin de lancer l'anathème sur une communauté quelconque. Là où nous sommes, c'est chez nous. Pas moi, c'est beaucoup de Tchadiens. Les enfants qui sont peut-être quasiment tous dans notre centre, vous allez trouver les enfants du lac. S'il vous plaît. Les enfants Kanambou, ils sont là. Les enfants arabes, les enfants du Mayo-Kébi. Mais qui exploite ces enfants? Il faut le dire. Mais c'est ce que je venais de dire, vous refusez de reconnaître. Il faut le poursuivre. On va refermer cette parenthèse. On va refermer cette parenthèse. C'est ça la question. Si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, on ne va pas se focaliser à moitié. On aurait souhaité, on dénonce certaines zones. Vous devez accepter qu'on vous informe. Parce que vous n'êtes pas informé sur la question. Qu'on vous informe. Et après, chercher à comprendre ce qui s'est passé. Non, ce genre de sujet. Nous sommes une organisation. Comme on n'a pas de preuves, doit faire quand même on n'a pas de une preuves, actualité on n'a pas lancé sur doivent être à la une des journaux. C'est pas le presse qui manque dans ce pays. Monsieur Alcoa, Monsieur Alafosa, s'il vous plaît, Monsieur Adira, voilà, vous avez donné l'information. Peut-être que lui, il n'est pas informé.
il aura le temps, peut-être, comme je fais référence à la Bible, saintement. Ici, Il faut toucher avant de croire. On va changer de contact. Comme vous êtes on là, peut même voyager voilà, ensemble pour nous permettre vous de aurez le temps de justifier. d'écouter vous-même les victimes. Ça vous permet de comprendre nos réalités. On va passer à autre chose, s'il vous plaît, parce que le temps ne nous fait pas aussi cadeau. Oui. Et on ne va pas rester ou bien ouvrir encore et encore une parenthèse, parce qu'il y en a assez. S'il faut continuer à étaler, il va continuer à élater et à on peut rester ici jusqu'à demain, sans risque voilà, de ça ne va pas finir. Des cas, il y en a. On écoute juste. Et puis on aura le temps de voir si c'est vrai ou c'est faux, ou ça fera peut-être l'objet de notre débat une prochaine fois. Mais avant de toucher donc vos messages pour finir, à la veille de la commémoration de ce 65e anniversaire, le chef de l'État, le maréchal Mahama Idriss Déby Itno, a donc dans son message beaucoup insisté sur la lutte contre la corruption. Il a beaucoup insisté également sur le vivre ensemble, la cohabitation, etc., etc. Alors, est-ce que, pour faire un peu le tour, est-ce que vous y croyez selon les pratiques? Pratiquement, est-ce que nous vivons vraiment, nous sommes en train d'évoluer vers ce vivre ensemble, vers cette cohabitation, ou bien, c'est d'ailleurs ces déclarations qui ne sont pas nouvelles pour certains observateurs aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis que la corruption dans ce pays est devenue une maladie. Parce qu'à tous les niveaux de l'administration, que ce soit dans l'administration publique, l'administration privée, rien ne peut se faire sans que vous ayez monnayé. Et ça, c'est assez grave. Moi, je crois que nous avons déjà débattu, et il y a eu même des conférences de collègues, des séminaires là-dessus. Des forums. Aujourd'hui, il y a aussi une organisation qui a instauré pour lutter contre ça. Moi, je pense, comme le chef de l'État l'a dit, c'est un problème réel que nous vivons au quotidien. Donc, je crois que ça, c'est l'un des grands défis, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent. Parlant du vivre ensemble, je crois que, je veux dire, est-ce que nous avons été empestés par le diable? Je ne sais pas. Parce que le Tchad n'a jamais vécu ce que nous vivons. Nous avons eu, n'est-ce pas, des mariages intercommunautaires. Oui. Et nous avons eu ici des Mamad Abdelkerim, nous avons eu ici des Issa Abaïfouta, et puis ainsi de suite. Il y a des Mamad Jean-Pierre aussi. Hein. De nos jours, vous voyez, c'est un repli identitaire qui... Pour moi, pour ma lecture, c'est que c'est une bombe à retardement. Il va falloir que nous puissions être au-dessus de la mêlée. Lorsque je me retrouve à Faya, je suis chez moi. Lorsque Alafouza se retrouve en Baïboukoum, il est chez lui. On n'a pas besoin de lui dire, par exemple, qu'est-ce que tu fais ici, Chenou Djabak, ou alors, toi, tu ne pries pas, toi, tu ne vas pas à l'église. Moi, je crois que ça, c'est des tares, et des tares divisionnistes, des tares qui nous mettent, n'est-ce pas, dans un clivage. Et ça, il va falloir que les autorités prennent à bras le corps cette situation qui est en train, n'est-ce pas, de déstabiliser notre société tchadienne. Et on inculque, parce que quel message nous allons inculquer à nos enfants? Pardon. Parce qu'avec Alapouza, on ne se salue pas, ou Al-Kwa, qui ne salue pas, est Abdelkerim. Mais quel message? Parce que les enfants nous voient, les enfants nous imitent. Moi, je crois que le défi est énorme. Et comme le chef de l'État l'a dit, il va falloir que les possibilités, les stratégies soient développées pour que nous puissions arriver à vivre un Tchad harmonieux. Le Tchad que nous voulons. Oui, bon, merci beaucoup. Moi, je pense que le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel moi, j'ai retenu quasiment 4 points. D'accord. La lutte contre la corruption. Oui. N'est-ce pas, la relève économique, n'est-ce pas, la décentralisation et l'aspect de l'indépendance. D'abord, en ce qui concerne la corruption, il faut comprendre que notre société, elle contribue à la corruption. Elle encourage la corruption. J'ai toujours dit ça, moi. Pourquoi elle encourage la corruption? Elle encourage comment? Elle encourage en faisant de telle sorte que celui qui est aux affaires, celui qui est en train de gérer le bien de l'État, ne soit pas aidé à ce qu'il soit intègre, mais à ce qu'il soit généreux envers les siens. Vous pouvez être ministre député, dans ces pays on connaît les salaires.
Et la société vous exige des moyens que vous ne pouvez pas. Et si vous ne contribuez pas à ces facteurs, vous ne vous soumettez pas, vous devenez le mauvais. Vous voyez, militant ou le mauvais. Aux élections et autres, là, vous êtes les mauvais. Ce qui veut dire que les critères de contribution et autres ont pris les dessus, sans tenir compte des autres facteurs. Qu'est-ce que vous pouvez contribuer? Vous êtes un de nôtres, vous êtes allé étudier en Russie, je ne sais pas moi, en Chine. Vous êtes venu agronome, vous êtes venu politicien. Quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous voulez faire pour changer notre vie? C'est des questions qui ne se posent pratiquement pas. Et il faut moraliser la société d'abord. Et je suis ravi que les ulémas, les prêtres sont en train de faire un travail. Et beaucoup se sont moqués lorsque l'autorité en charge de lutte contre la corruption s'est approchée de nos leaders religieux. Vous savez, le vendredi suivant, dans sa prêche, l'imam nous a fait sortir, n'est-ce pas, les méfaits de la corruption. C'est quelque chose. Nous sommes d'abord une société religieuse, quelque chose qui a sa contribution. Il va falloir que ce travail soit fait d'abord au niveau de la base, au niveau des enfants. Écoutez les enfants qui sont, interrogez-les, les enfants qui sont encore au niveau secondaire, ils sont encore étudiants, n'est-ce pas? Et notre société, ça aussi il faut le déplorer. Oui, il y a des élèves qui proposent des sommes d'argent aux enseignants pour avoir aussi des Je notes. ne parle pas encore de ça, mais je parle du fait que les élèves sont très pressés pour être des cadres et s'enrichir. Oui. Ce qui veut dire que personne ne dit aux enfants que c'est mauvais. Il faut mériter ce que vous gagnez. Il faut être patient. Donc la société doit faire un effort et que les gens soient moralisés, soient éduqués depuis la base, que l'éducation soit mauvaise. Comment dirais-je, la corruption est mauvaise, elle est dangereuse, elle tue le pays, n'est-ce pas? Elle détourne nos ressources de leur objectif initial, etc. Ce travail-là, c'est le travail des associations, c'est le travail de nos sages, n'est-ce pas? C'est le travail des chefs de canton. Et beaucoup, malheureusement, ne le feront pas pour leurs intérêts. Mais il faut le dire, il faut que ça soit fait au niveau de la base. Ça, c'est d'abord. Et au niveau institutionnel, moi, je pense qu'au niveau institutionnel, il faut créer les conditions. Les gens qui contrôlent les autres, il faut qu'ils soient à l'abri des tentations. J'ai toujours dit cela. Pourquoi un DG, par exemple, au niveau d'une institution qui contrôle les autres, au niveau d'une institution qui génère des ressources et mal payées? Ce n'est pas normal. Quelqu'un me disait que dans un pays africain, le directeur général des impôts, celui des douanes et autres, ils gagnent très bien. Presque 100 millions, on leur crée toutes les conditions, on assure leur sécurité. Et vous pensez que les gens volent par gaieté? Non. Ça, il faut qu'on se dise la vérité à ce niveau. Il faut créer les conditions. Les gens qui contrôlent les autres, il faut leur créer des conditions. Il faut les mettre dans les conditions optimales. Parce que lui, il est détesté par les cousins corrompus, il y a des amis corrompus, il y a les gens qui viennent par alliance et tout ça. Maintenant, alors, il va falloir parler, que... Je vais terminer là. Merci de me laisser terminer là. À la fin de son mandat, il va falloir qu'il soit autosuffisant. Pour que demain, il ne soit pas encore que Charles disait. Et malheureusement, cette manière de faire ne s'applique pas au Tchad. Et il va falloir que votre autorité pense à cela. Il va falloir que ceux qui contrôlent les autres, dans les meilleures conditions, qu'ils soient bien traités, qu'ils soient bien sécurisés, et pour que demain, ils soient à l'abri comment dirais-je, des critiques des autres, mais aussi pendant qu'ils sont en fonction, ils soient à l'abri des tentations. Maintenant, pour ce qui est... il y a aussi un autre aspect qui est très important, l'aspect de centralisation. Ouais. Nous sommes un pays qui a cheminé 65 ans, après les indépendances. Aujourd'hui, partout où nous regardons, il y a des problèmes. Et ça, je rejoins un peu mon ami Nga. Notre éducation a besoin de se moderniser. C'est quasiment le même système éducatif que pendant la période post-indépendance. Il faut changer. Et il faut aussi construire des écoles dignes, n'est-ce pas, qui ne vont pas tomber sur nos enfants. Ouais. Il faut également des enseignants de qualité qui sont formés. Et il faut aussi des compétences nouvelles, telles que l'informatique, l'intelligence artificielle, l'énergie. On a besoin de compétences dans le domaine des mines, etc. Ce travail-là doit être fait maintenant, parce que les responsabilités sont situées.
les collectivités décentralisées qui viennent d'être mises en place ont ces rôles-là. Ils vont recruter leur personnel eux-mêmes dans une indépendance, dans une autonomie administrative et financière. Et c'est pour cela que le gouvernement, il va falloir qu'il ne soit pas très jaloux de son pouvoir. Pour qu'il centralise les choses au niveau central, il faut donner les compétences, les moyens, tant logistiques que financiers, aux collectivités décentralisées pour qu'elles mettent en œuvre leur politique. Les enseignants qui seront recrutés au niveau local, un président d'une région a dit, il y a par voie de presse, je l'ai écouté, il a dit quelque chose de très intéressant. Ils vont signer un contrat de performance. Avant, si on enseignant, on affecte. À Bardaï, je ne sais pas moi, à Kuba Olanga, il ne part pas. À Baïbokoum, il ne part pas pour ses raisons personnelles et qu'il est couvert par un cousin RH, etc. Maintenant, il sera dans l'obligation de partir. S'il ne part pas, ils vont recruter au niveau local. Ce sont des choses qu'il faut appuyer et c'est notre responsabilité à tous de le faire. Pour finir, madame, je vais revenir sur la question de l'indépendance sur laquelle le chef de l'État a évoqué. Je pense que c'est une question pertinente et je salue les avancées que nous avons faites. Juste après l'indépendance, nous étions un pays divisé. Parce que le Tchad est un pays qui a aussi beaucoup de considérations. Pas seulement les nord-sites, ça c'est des séparations géographiques, n'est-ce pas, qui étaient beaucoup plus politiques. Les hommes politiques ont fait ça pour s'imposer. Mais l'important, c'est aussi nos communautés. Est-ce que les sudistes s'entendent entre eux? Est-ce que les nordistes s'entendent entre eux? Est-ce que les centristes, etc. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les Tchadiens, quelquefois, je suis désolé de nous dire, il n'y a pas plus Tchadiens que moi, mais on est aussi un peu complexé. On trouve beaucoup plus les facteurs qui nous divisent que les facteurs qui nous unissent. Aujourd'hui, il faut être fier que quand je suis un peu le défilé militaire et pédestre qui se fait sur la place de la nation, ce sentiment d'appartenir à cette nation m'anime déjà. Parce que toutes les conditions sont créées. Nous avons les institutions qui sont représentées, nous avons tous les symboles de l'État, n'est-ce pas? Par-delà, il y a ce défilé qui s'est fait pour exprimer notre souveraineté conformément à notre tradition républicaine. Et sur ça, aujourd'hui, je remets en défi ceux qui disent que est-ce qu'on est indépendant à moitié? Non, nous le sommes. Aujourd'hui, les Nations Unies, l'Union africaine, n'est-ce pas, de Pékin à Ankara, pour ne pas dire Turquie à la Chine, de l'Europe, l'Allemagne, en passant par l'État d'Israël et les autres nations du monde, nous félicitent, n'est-ce pas, et nous expriment leurs félicitations pour avoir fêté notre fête. Donc, moi je pense que le travail est en train d'être fait. Il faut encourager ceux qui sont aux affaires. Et nous aussi, à notre niveau, les gens de la société civile, nous qui sommes dans le domaine du développement, les personnes ressources comme mon collègue Abel Fouta et vous, la presse, chacun doit mettre la main dans la pâte pour que le processus avance. Et moi, je foi, n'est-ce pas, à la Ve République, pour laquelle j'ai contribué à mettre en place les institutions essentielles. Et je crois également dans le processus de la transition, décentralisation. On considère comme votre message pour finir. De s'effectuer. Ouais. Voilà. Donc, j'ai quasiment terminé, madame. Merci. Vous finissez carrément, puisqu'on fait le dernier tour de la table. Ah, d'accord. Voilà, donc de tout ce qui précède, c'est que vous proposez de mieux pour, ou bien le secteur qui demande le plus d'attention pour avoir, pour booster ou bien donner en fait, le secteur qui a besoin de plus d'attention pour décoller. Oui. Après les 65 ans. En une minute d'ailleurs. Aujourd'hui, le secteur essentiel dans ce monde globalisé où on a besoin à ce que le secteur, notre pays, soit interconnecté au reste du monde, c'est l'énergie. D'accord. C'est l'énergie. Parce que les technologies n'ont pas de frontières aujourd'hui. La technologie, nous sommes en retard. Et l'entrepreneuriat va galopant, donc il faut ce secteur de l'énergie. On a beaucoup de discours, on a beaucoup d'investissements, mais dans le domaine de l'énergie, on est en retard. Et ce retard-là, il faut le combler parce que c'est le point de départ pour procéder au développement de notre pays. Voilà.
Merci beaucoup, M. Alafouza. Et on va se tourner vers Madiera. Voilà, de tout ce qui précède. Est-ce que vous croyez d'abord à cette cohabitation dont le chef de l'État a beaucoup mentionné dessus? Et puis maintenant, votre message, si on peut le résumer en 1 minute. Avant de peut-être revenir sur le discours du président, je voudrais apprécier l'intervention de mon cher frère Alafouza à la fin. Qui me rejoint. À la fin, qui me rejoint. À la fin, il me rejoint et je suis content qu'il reconnaisse un peu la situation. Voilà. Et par rapport à son intervention, par rapport à Kalaït, je n'ai pas dit que c'est à Kalaït. Je dis que c'est à partir de Kalaït qu'on le répartisse sur les sites, Ouri, Bougoudi et autres, pour que ça soit clair. Voilà. Maintenant, la question du discours du président, c'est toutes nos réalités qui ont été résumées dans son message. Voilà, affiner, mettre à sa disposition, il a lu. Maintenant, il y a une différence entre la lecture du discours et les réalités sur le terrain. La question de la corruption dans notre pays, comme Abaye Fouta, le grand frère, venait d'évoquer, s'il faut vraiment que cette lutte soit menée, peut-être le président de la République va se retrouver seul. Ah oui? Oui. Parce que même dans leur maison, il y a la corruption. Donc on est tous corrompus alors. Y compris vous. Hein. Mais y compris tout le monde. Voilà. La corruption au Tchad, c'est presque tout le monde. Donc, pour traduire dans les faits, c'est un peu, ça va être un peu difficile. Peut-être des avancées. Aujourd'hui, ce que moi je demande, qu'il faut améliorer le quotidien des Tchadiens. Ce que je demande au président de la République, c'est d'améliorer la vie tchadienne. La route, les champs, il va falloir que les gens labourent et que les bœufs ne détruisent pas. Il faut que les enfants partent à l'école au lieu d'être déportés, enrôlés, vendus, exploités sur le territoire national, mais aussi dans d'autres pays. Il va falloir que l'école soit recadrée. Il faut que les élèves étudient dans des conditions qui répondent aux normes du pays. Ce ne sont pas des ressources qui manquent. Il va falloir qu'on essaye de remonter les choses. J'avais dit ici, j'apprécie le travail que le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de faire. Je ne connais même pas le ministre de l'Éducation. Je n'ai même pas un problème avec lui, je ne suis même pas un opposant. Je parle de la réalité. Et dans ce pays, les gens n'acceptent pas la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité et qu'on change. Dans ce pays, quand tu dis la vérité, tu te retrouves seul. Et donc, il va falloir que les gouvernants acceptent la vérité et qu'ils changent. D'accord. C'est aussi ce qui va peut-être également nous aider à avancer. Maintenant, ma grand-mère, mon grand-père, mon neveu, autres qui se retrouvent peut-être à Gon ou à l'autre, ils ne connaissent même pas ce qui se passe ici. Mais il va falloir que leurs conditions de vie soient améliorées. Il va falloir qu'il y ait les routes qui permettent aux gens d'aller d'un lieu A à un lieu B. Il va falloir que les jeunes soient employés. Vous savez que les jeunes sont aujourd'hui, les diplômés sans emploi, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont là, abandonnés sur le carreau. Et donc, ça fait qu'ils constituent encore une surcharge pour les parents. Et c'est un problème sérieux. Et c'est eux là parfois qui deviennent également des délinquants parce qu'après avoir étudié, à la fin, il n'y a rien. Ils sèment également de l'insécurité parfois. Et donc, il y a des choses qu'il faut demander au président d'améliorer. En 10 secondes. La corruption, c'est un problème sérieux et c'est un problème réel. Et lui-même, il connaît. Il connaît très bien là où il y a la corruption. C'est pourquoi il mentionne, c'est pourquoi il insiste, pourquoi ça change. Voilà. Mais peut-être il va commencer à son niveau et puis peut-être de sortir. Parce que la corruption, il y en a partout dans notre pays. Merci beaucoup, Madiera. Et puis nous finissons avec Abaye Fouta. Non, je dis seulement mon mot de fin, c'est que j'exhorte les Tchadiens sur 1 284 000 km² à aimer ce pays. Lorsque nous aurons aimé sincèrement ce pays, nous aurons transcendé tous les défis ou toutes les difficultés et alors nous allons nous atteler au développement. Merci d'être aussi bref. Nous sommes arrivés ainsi donc à la fin de ce débat, de cette émission consacrée donc au 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad et était donc de la partie Madiera Ngar Alkoua, qui est le coordonnateur de l'association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, ARED. Vraiment, merci pour votre disponibilité et merci d'avoir participé vraiment activement au débat. Merci beaucoup. Merci. Et aussi, merci à Hassan Alafouza. Merci beaucoup. Togoumi. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, Togoumi. Et je remercie également mes co-débatteurs. C'est très intéressant et c'est animé.
Merci beaucoup aussi à vous, Abaïfouta Clément, pour votre participation. Et puis merci de vous prêter, en fait, de répondre donc à toutes nos questions. Je suis très flatté, madame. Voilà, au moment de nous séparer, mesdames, messieurs, on vous laisse juste méditer sur cette pensée positive de la célèbre Anna Gavalda qui dit « Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence ». Bonne suite de programme sur ETV et à très bientôt. Bonsoir. Merci, madame.